Bonjour et bienvenue au WebTech SCS sur l'intelligence artificielle dans l'industrie 4.0. On est avec quelques speakers que vous voyez ici à l'écran et malheureusement nous avons une défection ce matin. Sébastien Cornillon de DSTI, école IA et cyber aussi, basée à Sofia et à Paris, malade. Cette nuit, désolé, il ne va pas être avec nous. C'est pas grave, on va démarrer cette session sans lui, avec Patrice Bendaran qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Je partage mon écran. Ah, et quelques questions. Okay. Mais bonjour. Alors, je suis présentateur ou pas? Non. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Bonjour Patrice, bienvenue à tous donc pour ce webinaire où on va présenter une école, donc au lieu de deux, qui travaille avec des alternants, des stagiaires, mais aussi des diplômés, les différents industriels de la région autour de l'implication, l'usage, l'expérimentation d'intelligence artificielle générative, mais pas que, dans l'industrie en général, avec, on fera un zoom sur quelques cas d'usage, et ensuite on verra donc les problématiques rencontrées avec Joël Gombin, que je vais présenter tout de suite. Et puis ensuite, on passera la parole à Patrice Bendahan, qui est consultant innovation pour Move to Digital, une offre de services destinée aux PME et TPE de la région notamment, pour transformer digitalement leurs process internes, mais aussi intégrer du numérique dans leurs produits et leurs services. Et puis, Joël Gombin de la plateforme pourra peut-être nous faire un petit zoom sur les formations en IA, puisque chaque année, il y en a des nouvelles, je crois. Et enfin, on passera la parole à Clément Bolognesi de l'Amélie Numérique, qui est un événement qui va se dérouler très bientôt à Toulouse. Il démarre le 25, je crois, ou 24 d'ailleurs, je crois, Clément, c'est ça? Voilà. Le 23. Partenaire. Ok. Donc, voici nos speakers. Donc, je vous ai dit, Sébastien est indisposé. Joël Gombin, donc responsable du Lab IA, je crois qu'il est nouveau ce Lab IA, donc de la plateforme, une école de formation, principalement autour de l'intelligence artificielle, qui est basée à Marseille et qui a, je crois, aussi une antenne plus récente à Cannes, si ma mémoire est bonne. C'est ça. J'ai dit pas de bêtises. Ok. Patrice Bendaran, dont je vous l'ai déjà présenté, et Clément Bolognesi, qui s'occupe, je ne sais pas avec quelle fonction, mais qui s'occupe donc de l'Amélie Numérique, un événement qui existe depuis plusieurs années et qui va nous présenter les quelques 200 conférences qui se préparent sur ces 4 ou 5 jours et où SCS va intervenir, puisque SCS va intervenir à plusieurs conférences et plusieurs thématiques. Un petit zoom sur nos événements avant de passer la parole à Joël. Nos événements présentiels sont en haut, hein, vous voyez, donc on va participer à une journée quantique. C'est l'avenir, ce sera à Lyon, c'est une journée nationale organisée par Minalogic et en collaboration avec les pôles qui ont du savoir-faire, de l'expertise quantique dans leur écosystème, donc dont SCS. Ce sera le 3 octobre. Ensuite, la semaine d'après, le 10 octobre, on organise un événement, la conférence Deep Tech, IoT, 5G, infrastructure. Donc, en gros, tout ce qui est innovation autour de l'infrastructure, des objets connectés, du transfert de données, du calcul de données, de la consommation des serveurs du cloud, etc. Ce sera donc le 10 octobre à The Camp, Aix-en-Provence. Et ensuite, une journée au Pharo, dans le jardin du Pharo à Marseille,
Tech Lab Day. Donc là, c'est des chercheurs, des postdocs, des enseignants-chercheurs, des PhD qui présentent leur innovation, leurs avancées notoires, donc sur 3 thématiques, IA, photonique et sans doute cybersécurité. Et ce sera le 8 novembre. Voilà, et puis 3 webtech à venir sur les financements de vos projets. C'est très bientôt le 9 octobre. Le 27 octobre, pour insuffler de la sécurité, de la cybersécurité, notamment aussi dans vos produits, dans vos process, dans vos services. Et ce sera donc un webinaire sur le Security by Design avec une réglementation européenne qui bouge et puis un retour d'expérience de Schneider sur la transition écologique implémentée chez eux, avec une bonne pratique dont les PME peuvent s'inspirer. Et puis en fait, les salons, j'en ai parlé, la mêlée numérique. Le salon SIDO où nous serons présents dès la semaine prochaine, 18 et 19 octobre. Et puis 17 octobre, nous sommes partenaires de la prochaine réunion du club Innov Provence de Aix-Marseille Métropole, qui aura notamment comme thématique l'IA. Voilà, je passe la parole à Joël Gombin, donc directeur de ce Innovation Lab de la plateforme. Merci, merci Fabienne. Bonjour bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup Fabienne pour l'invitation à ce webinaire. Donc effectivement, je m'appelle Joël Gombin, je suis le responsable du Lab IA que nous venons de créer à la plateforme. Nous sommes en train de créer. D'ailleurs, j'en profite pour faire une toute petite page publicitaire. Nous faisons un événement de présentation de ce lab le 10 octobre prochain à 18 h à la plateforme, qui est un lab partenarial que, en particulier, nous créons avec Equanto, la filiale numérique de SNEF, du groupe SNEF, mais aussi avec d'autres partenaires, dont la métropole d'Aix-Marseille. Et si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à me contacter. J'en dirai peut-être un tout petit peu plus sur le lab tout à l'heure, simplement garder présent à l'esprit pour l'instant que ça a vocation à être un lieu à la frontière entre l'enseignement, puisque nous sommes avant tout une école et donc la formation est notre cœur de métier. Donc l'enseignement, la recherche, parce que on aura sans doute l'occasion d'en parler durant ce webinaire, l'IA est une thématique qui bouge très vite et sur laquelle l'état de l'art est sans cesse renouvelé, et donc on a besoin d'être en prise très étroite avec la recherche et le développement pour passer des idées et des technologies au cas d'usage. Et puis enfin les entreprises, puisque la plateforme est une structure qui est en lien très étroit avec les entreprises du territoire d'Aix-Marseille et plus largement de PACA, parce qu'effectivement, nous avons des antennes ailleurs en PACA, notamment à Cannes. Et donc, notre objectif est aussi de pouvoir accompagner ces entreprises à se développer sur des sujets d'IA, que ce soit au travers du sourcing des talents via l'alternance, j'en dirai un mot un peu plus tard dans ce webinaire, ou que ce soit via de l'accompagnement, que ce soit la sensibilisation, de l'accompagnement au changement, ou que ce soit de l'accompagnement tech sur des premières preuves de concept ou des premiers cas d'usage. Et ce que je vais vous présenter ce matin, c'est justement un cas d'usage qu'on a pu réaliser avec ADF, donc qui est un groupe industriel dont le siège est à Vitrolles et dont dont les métiers plutôt tournent autour notamment de la maintenance industrielle. En tout cas, c'est sur ce métier-là qu'on a collaboré avec eux dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le Central Digital Lab à la plateforme que je présenterai plus en détail tout à l'heure, mais pour le dire très très rapidement, on a fait travailler des étudiants avancés, encadrés par des enseignants-chercheurs sur le cas d'usage d'une entreprise, en l'occurrence ADF. Et ce qui nous a amené à travailler avec ADF, c'est que ADF voulait tester pour voir dans quelle mesure l'intelligence artificielle, alors derrière l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses, mais
en l'occurrence les développements depuis 2 ans des capacités des grands modèles de langage, des LLM, voir dans quelle mesure ces nouvelles approches technologiques pouvaient aider le groupe dans ces interventions de maintenance industrielle. Donc très concrètement, il y a des techniciens de maintenance industrielle qui interviennent sur des installations industrielles de différents clients, qui sont en général des grands clients industriels, dans le domaine de l'énergie, du nucléaire, de l'aéronautique, etc. Évidemment, ces interventions se font dans des cadres bien structurés, bien précis. Donc, au cœur du travail de ces techniciens de maintenance, il y a la gestion de l'information. Il y a beaucoup d'informations à prendre en compte, à la fois du point de vue de l'efficacité opérationnelle, mais aussi du point de vue de la sécurité, parce que ces installations industrielles peuvent présenter des dangers pour les personnes qui interviennent dessus, et donc il faut aussi pouvoir bien prendre en compte ces éléments. Et donc concrètement, il y a ce qu'on appelle des modes opératoires de sécurité, qui sont des tableaux en fait qui vont permettre de détailler étape par étape quelles sont les différentes opérations à réaliser sur l'installation et les différents risques qui peuvent se présenter, les différentes règles de sécurité qui doivent être respectées. Et donc, avant chaque intervention, le technicien de maintenance doit vérifier, avant qu'on intervienne, devait vérifier manuellement s'il existe un ou plusieurs modes opératoires de sécurité, pouvoir les prendre en compte, etc. Et en fait, c'était une manière de travailler qui était malaisée, peu efficace, parfois peu précise, ou en tout cas qui pouvait conduire à de la déperdition d'informations. Et donc, on a voulu construire une preuve de concept pour voir dans quelle mesure un grand modèle de langage ou un chatbot pouvait permettre de restituer cette information aux techniciens de maintenance d'une manière plus pertinente. Donc, les bénéfices attendus dans le cadre de cette preuve de concept, c'était d'avoir des techniciens qui soient plus productifs, avec une capacité à délivrer une réponse plus rapidement aux questions des techniciens, d'avoir des informations qui soient plus accessibles, et donc de permettre de réduire les erreurs et de renforcer la qualité des interventions, et d'avoir des risques réduits pour les techniciens en termes d'accidents du travail potentiellement, et en particulier d'inclure dans le chatbot, dans l'outil, une sensibilisation à la sécurité. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment procède-t-on? Simplifie peut-être de manière outrancière le mode opératoire qui a été retenu, mais dans les grandes lignes, de quoi s'agissait-il? Eh bien, il s'agissait d'abord d'extraire l'information ou les informations de la base documentaire d'ADF. C'est un peu trivial de le dire de cette manière-là, ça paraît évident, mais en fait, ça l'est beaucoup moins qu'on ne pourrait le penser, et je pense que c'est aujourd'hui, dans beaucoup de cas d'usage, reposant sur des LLM dans des contextes d'entreprise, l'étape la plus sensible, je dirais, pour pas dire la plus complexe, parce que cette information, elle est généralement structurée de manière extrêmement hétérogène, avec des formats de fichiers très différents, des informations qui sont présentées, organisées pour des humains et pas pour des machines. Et donc, il y a eu là un gros travail qui a été mené pour pouvoir extraire, structurer, homogénéiser, mettre en base de données, etc., ces informations. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer à la fois l'importance, mais aussi peut-être la difficulté dans un certain nombre de cas de cette étape-là. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut comprendre la question de l'utilisateur. Là aussi, ça peut paraître trivial, mais on s'aperçoit à l'usage, et on n'est pas les seuls, hein, je pense que tous les gens qui ont travaillé sur ce type de cas d'usage font le même constat, que l'utilisateur est très imprévisible, que là où nous, on s'attend à ce qu'il pose des questions précises, développées, dans un bon français, avec les bons mots-clés, etc.,
en fait, l'utilisateur, il procède souvent pas du tout comme ça, que même dans des contextes de chatbot, très souvent, il n'utilise que des mots-clés, comme s'il était sur Google, par exemple. Et donc, ce paradigme du mot-clé, il continue d'être bien vivace, même dans des contextes d'interface conversationnelle. Et donc, là, il y a quand même un traitement ad hoc à faire pour transformer l'input de l'utilisateur en quelque chose qui va nous permettre effectivement d'identifier les bonnes données à mobiliser pour procéder à une réponse. Pour procéder à une réponse. Et donc, ce qu'on a été amené à faire dans le cadre de cette expérimentation, c'est de vraiment rajouter des étapes dans le dialogue avec l'utilisateur pour lui permettre, chaque fois qu'il en était besoin, d'affiner la question, parce que même ces mots-clés, souvent, ils sont assez larges et trop larges, en fait, pour permettre d'identifier les bonnes informations à fournir. Et donc, on va aller lui poser des questions pour venir soit des questions à choix multiples ou à choix fermé pour venir fermer des portes, soit des questions ouvertes, mais qui vont qui vont lui demander d'affiner finalement sa requête. Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on va venir interroger les bases de données métiers, par exemple portant sur les modes opératoires, pour aller identifier les bonnes informations à fournir à l'utilisateur. Et enfin, une fois qu'on a fait ça, on peut générer une réponse. Alors, tout ce process-là, c'est le process dont vous avez peut-être entendu parler, enfin, l'approche dont vous avez peut-être entendu parler sous le nom de RAG, ce qui signifie Retrieval Augmented Generation, c'est-à-dire une génération sous-entendue de texte augmentée par récupération sous-entendue d'informations. Donc c'est un cadre méthodologique qui est largement répandu aujourd'hui dans le domaine, mais qui en fait voilà, nécessite d'être un petit peu spécifié en fonction des cas d'usage et surtout avec beaucoup d'essais-erreurs. Vous voyez peut-être là sur le diagramme, je ne sais pas jusqu'à quel point il est lisible sur vos écrans, mais qu'il y a des valeurs de similarité par exemple. Et ça, c'est vraiment de manière empirique qu'on va tester quels sont les seuils de similarité à retenir pour considérer que ça convient ou pas, etc. Donc, il y a beaucoup d'essais-erreurs à faire. Et ce que je dois préciser aussi, c'est que il y a eu plusieurs itérations de ce travail-là avec ADF, qui en fait ont correspondu concrètement à plusieurs cycles d'étudiants qui sont venus travailler, puisque dans le dispositif qui a été mobilisé que je présenterai plus tard, mais c'est des cycles de 2 mois en fait pendant lesquels des étudiants travaillent en groupe de 3, 4, 5 étudiants. Et donc, on a fait un premier cycle qui utilisait GPT-4 comme modèle de langage, comme back-end. Et ensuite, on a souhaité remplacer ce LLM, enfin GPT-4, par un LLM open source et local, parce que ADF a considéré, et c'est le cas de beaucoup d'entreprises avec lesquelles on discute aujourd'hui, qu'il n'était pas acceptable que ces données partent chez OpenAI ou chez Microsoft, et qu'elle voulait que tout ça reste en local pour des raisons de confidentialité. Il peut y avoir aussi, ce n'était pas nécessairement le cas chez ADF, mais il peut y avoir chez certains clients des considérations de coût aussi, des considérations parfois aussi à la fois de souveraineté et de non-dépendance à un fournisseur extérieur, des considérations d'environnement culturel, etc. Donc, pour plein de raisons, on peut vouloir, et c'était le cas en l'espèce, que le système fonctionne avec un modèle qui soit à la fois open source et qui tourne sur des machines appartenant à ADF. Et donc là, c'était bien le cas à la fin. Et là, vous avez des exemples de ce que donne le système à la fin. Et donc, vous posez une question au chatbot sur comment opérer telle ou telle tâche et il va pouvoir donner des réponses sur voilà, un remplacement de visserie, sur du contrôle de vis de fixation des chaises, des choses comme ça. Et l'autre intérêt, en fait, à procéder avec un système développé à façon, avec un modèle open source et en local, c'est aussi l'explicabilité.
C'est-à-dire, on veut être capable d'expliquer pourquoi le modèle va donner telle ou telle réponse à tel moment, en particulier pour détecter les cas où il va donner une réponse qui n'est pas adéquate et comprendre pourquoi il va donner une réponse pas adéquate pour pouvoir le faire évoluer. Et donc cette explicabilité du fonctionnement du système, elle repose en fait sur le fait de contrôler l'ensemble du système, de ne pas le fournir à un fournisseur extérieur. Et donc, en particulier, là, vous le voyez dans le tableau à droite, on peut afficher le niveau de similarité entre une requête et la réponse qui va être apportée. Et donc, ça va vous permettre de dire, bah, tiens, sur telle requête, par exemple, il y a eu une confusion ou alors il n'y en a pas eu, etc. Si j'essaie de résumer les principaux enseignements de ce travail, qui va continuer d'ailleurs sans doute. D'abord, le premier, et je pense que si vous assistez à ce webinaire, vous en êtes sans doute conscient, c'est que la gestion de l'information est aujourd'hui un enjeu majeur pour l'industrie, d'abord pour l'industrie en général, pour l'industrie 4.0 en particulier, très certainement. Et de ce point de vue-là, les LLM nous paraissent être une opportunité majeure. Et je crois que quand on dit ça, il est important de se dire que le chatbot qu'un aspect du sujet. C'est vrai que ChatGPT nous a habitués à considérer que le LLM, le grand modèle de langage, ça se traduit dans un chatbot. Mais en fait, il faut bien voir que le chatbot n'est qu'une interface ou qu'un usage possible des grands modèles de langage et que très fondamentalement, les grands modèles de langage sont des technologies de gestion de l'information, de structuration de l'information, de transformation de l'information qui sont assez extraordinaires par les capacités qu'elles possèdent et qu'on peut tout à fait en tirer énormément de valeur sans que ça passe par un chatbot. Et donc là, il faut vraiment se poser la question au cas par cas, qu'est-ce qui apporte de la valeur aux utilisateurs que je vais viser, dans quel contexte, est-ce que le chatbot a un intérêt ou pas dans ce cas-là, mais au-delà de ça, se dire, si j'ai un outil qui est capable d'extraire, de structurer, de comprendre, de transformer de l'information, qu'est-ce que je peux en faire dans mon contexte? Et là, dans les différentes étapes que j'ai présentées tout à l'heure, en fait, à chacune de ces étapes, on utilise des LLM, pas simplement pour générer la réponse à la fin. Et par exemple, pour extraire d'informations de la base documentaire d'ADF, qui n'était pas du tout une base documentaire orientée machine, qui n'était pas du tout orientée vers une exploitation automatique, vers une exploitation informatique, mais qui était orientée vers une exploitation humaine. Et ben, sans LLM, on aurait été incapable de faire ce type de travail. De la même manière, pour comprendre la question de l'utilisateur, ça aurait été extrêmement difficile sans les LLM dont on dispose aujourd'hui, etc., etc. Et donc, si vous êtes dans un contexte dans lequel vous avez accumulé au cours du temps beaucoup d'informations, mais qu'elle n'est pas nécessairement structurée sous forme de données prêtes à exploiter, les LLM ont sans doute beaucoup d'intérêt pour vous et il y a sans doute des solutions qui deviennent envisageables aujourd'hui qui ne l'étaient pas pendant longtemps. Donc, en lien avec ça, finalement, on peut aussi, enfin, on retient aussi que extraire, comprendre et structurer l'information métier à partir de sources hétérogènes, souvent pas structurées pour l'exploitation informatique, est une tâche qui est certes difficile, mais absolument essentielle. Et ça, vraiment, j'insiste là-dessus de manière peut-être un peu lourdingue, mais il faut bien garder ça en tête que ça va être souvent le plus gros du travail. En fait, faire tourner un LLM aujourd'hui, c'est assez facile. Par contre, l'alimenter à partir de données métiers, d'informations métiers, ça, c'est la partie la plus importante, celle qui va donner de l'efficacité, de la valeur aux produits qu'on construit. Et c'est aussi souvent la partie difficile et qu'il faut pas négliger. Le troisième enseignement que je retire aussi de ce projet, c'est que un système qui est bien architecturé aujourd'hui, il doit permettre de profiter de la progression technique des modèles sans effort. Il ne se passe pas une journée aujourd'hui sans qu'un nouveau modèle
ne soit publié, ne sorte. Donc le progrès technique, il est extrêmement rapide, les capacités des modèles augmentent extrêmement rapidement, et donc il ne faut pas construire un modèle strictement en fonction des capacités qui sont disponibles à un moment donné, mais il faut imaginer, OK, demain je vais avoir de nouveaux modèles, comment je peux remplacer le modèle que j'utilise aujourd'hui par un autre modèle de la manière la plus fluide et la plus économique possible, de sorte que finalement le produit que vous construisez, le service que vous construisez, il augmente, il gagne en efficacité et en retour sur investissement aussi, de manière automatique au fil du temps finalement. Et ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant aujourd'hui de se dire, bah, j'ai peut-être des cas d'usage qui aujourd'hui, soit pour une raison technique, soit pour une raison économique, sont pas terribles, mais en fait, si ça se trouve, dans 3 mois, dans 6 mois, ces cas d'usage vont être extrêmement intéressants et donc je me prépare dès aujourd'hui. Et le dernier enseignement que je voudrais souligner, c'est que bien sûr, des compétences techniques de développement, de machine learning, etc., sont nécessaires pour ce type de projet, personne n'en doute, mais je ne suis pas certain qu'elles soient les plus essentielles. En fait, plus ça va et plus je pense que des compétences en UX design sont absolument indispensables pour ce genre de projet, parce que la question pour moi la plus centrale, c'est quel contexte on fournit au modèle. Et donc ça, la capacité à mobiliser le contexte, pour moi, c'est une question du UX design. De quelle manière on restitue l'information à l'usager, c'est une question du UX design. Quelle interaction on met en place avec l'usager pour affiner la réponse ou récolter de l'information supplémentaire, c'est également une compétence du UX design. Donc, vraiment, il ne faut pas sous-estimer cette partie-là, parce que finalement, la partie LLM aujourd'hui, elle est vraiment en train de se commodifier. C'est relativement facile d'aller se brancher sur une API ou de faire tourner un modèle open source en local. Il y a de plus en plus de gens qui savent le faire. Par contre, arriver à partir de ça, de faire un produit qui a une véritable valeur d'usage et qui permette vraiment de faciliter la vie et d'apporter de la valeur aux usagers, ça peut être un tout petit peu plus difficile. Et là, c'est vraiment une question d'environnement, de contexte, d'entreprise, de métier qu'il faut prendre en compte. Simplement, un dernier mot avant de passer la parole pour vous dire que là, c'est un exemple parmi une vingtaine de cas d'usage qu'on a pu réaliser au cours des dernières années pour différentes entreprises, dont un certain nombre d'autres cas d'usage dans l'industrie, avec bien d'autres aussi technologies que les LLM aujourd'hui. Bien sûr, depuis 2 ans, on parle beaucoup des LLM, mais le computer vision, par exemple, donc, qui est reconnaissance d'image, traitement d'image, reste une technologie extrêmement utile et dont les performances progressent rapidement dans des contextes industriels. Fait aussi, bien sûr, des modèles prédictifs, euh, là encore, qui sont peut-être un peu moins neufs, mais qui continuent de garder beaucoup de valeur dans ce contexte. Euh, donc, les cas d'usage aujourd'hui sont extrêmement variés. Les technologies commencent à être vraiment soit très prometteuses, soit matures. Et donc, ça vaut vraiment le coup de se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire dans le contexte de son entreprise. Voilà, je vous remercie. Merci Joël pour cet éclairage sur les travaux que peuvent faire vos diplômés ou vos alternants ou vos stagiaires dans l'industrie, notamment avec ADF Group. Donc, on a une remarque d'un participant dont je n'ai pas le droit de dire le nom, mais qui effectivement mentionne que c'est une grande entreprise en plus, donc il y a un angle de vision différent, mais les conclusions sont similaires, donc c'est une bonne nouvelle. La gestion des données, c'est la base. Ça doit être intégré à l'UX de l'utilisateur et ça nécessite effectivement des fortes compétences dans ce domaine. Sans offrir une utilisation simple, la technologie, donc LLM ou autre, n'est rien. On arrive à la même conclusion.
On passe la parole à Patrice Bendéan, donc consultant innovation pour Move to Digital. Je t'ai passé la main si tu veux bien. Oui, mais j'avais La juste une session question question, pour. on va reprendre après cette session. Pardon, vas-y Patrice. Oui, tu as une question pour Joël, vas-y. Oui, j'avais une question pour Joël. Vous avez parlé que souvent les techniciens interrogeaient les systèmes plutôt par mots-clés, au lieu de formuler des phrases un peu plus complexes qui seraient entre guillemets plus faciles par le LLM d'avoir une réponse. Donc, quelle est la stratégie pour pallier à ça? Euh, c'est de leur changer leur moteur de fonctionnement aux techniciens, ou c'est finalement le LLM qui va plutôt s'organiser sur. Non, on est parti du principe que c'était à nous de nous adapter aux usages et pas aux usagers de s'adapter à l'outil. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que en fait, enfin, la première étape du traitement, c'est à partir de ce que rentre l'utilisateur, c'est de- d'essayer de comprendre ce que ça signifie et de reformuler en disant, voilà, j'ai compris que vous vous interrogiez sur tel sujet. Est-ce que c'est bien ça? Oui, non. Est-ce que vous voulez préciser éventuellement, etc. Donc comme ça, on valide en fait la bonne compréhension du sujet, ce qui permet derrière d'identifier les bonnes données métiers à mobiliser pour proposer une réponse à l'utilisateur. Après, peut-être sur ce point-là, un point, enfin, une remarque supplémentaire, c'est que aujourd'hui, sur ce projet-là, comme sur pas mal de projets qu'on a fait, on est resté sur du texte, sur des modalités texte. Mais je pense que là, dans les mois qui viennent, on va avoir beaucoup de projets dans lesquels on va vouloir faire de la voix plutôt que du texte. On va vouloir permettre aux utilisateurs de parler plutôt que d'écrire. Et ce qui là va sans doute pas mal changer la manière dont les gens interagissent avec la machine, avec sans doute des phrases beaucoup plus développées et aussi de l'information plus riche parce on commence à avoir des modèles dans lesquels on ne fait pas simplement du text to speech, c'est-à-dire qu'on va, pardon, du speech to text, c'est-à-dire qu'on va retranscrire la voix en texte, mais on est capable directement de comprendre la voix et donc aussi pas simplement le verbal, mais aussi le non-verbal dans ce qu'il y a d'intonation, d'hésitation, d'émotion éventuellement. Et ça peut être extrêmement intéressant dans pas mal de cas d'usage. D'accord. Et dernière question, en termes de maintenance prédictive, est-ce que euh, vous avez envisagé, ou est-ce qu'il est déjà mis en place, la récupération de données issues de capteurs qui sur des modèles d'apprentissage type machine learning pour arriver à prédire des problématiques? Ouais, évidemment, c'est une tendance lourde, je dirais, du secteur, hein, le développement de la maintenance prédictive. On a travaillé par ailleurs sur un autre cas d'usage avec ADF sur de la maintenance prédictive aussi. Mais effectivement, il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui travaillent là-dessus. Tout à l'heure, quand j'ai parlé du Labia de la plateforme, j'ai mentionné notre partenaire Equanto, du groupe SNEF, qui sont aussi des spécialistes de la maintenance prédictive dans des contextes industriels. Donc effectivement, ça c'est une tendance très forte qui s'appuie à la fois sur la présence de capteurs et d'objets connectés de plus en plus répandus dans des contextes industriels et sur la disponibilité de modèles pré-entraîner. En fait, la grosse difficulté pendant longtemps, c'était d'avoir suffisamment de données pour entraîner des modèles. Il y avait très peu de gens qui avaient assez de données pour atteindre des niveaux de performance des C'est modèles ça. Hmm. suffisants. Et en fait, ce Ouais. qu'on voit, même enfin, la tendance euh, dont, disons, le développement des LLM et les symptômes, c'est d'avoir des modèles pré-entraînés largement disponibles. Et donc, même si j'ai pas chez moi les données nécessaires pour entraîner à partir de rien un modèle, je peux utiliser un modèle qui est déjà pré-entraîné et juste venir l'affiner, le fine-tuner, comme on dit dans le jargon technique, sur mes données. Et donc, en fait, ça rend beaucoup plus accessible ce type d'approche. Ok. Merci. Il y a d'autres questions. Du coup, c'est vrai que je propose, comme c'est un peu spécifique par rapport à d'habitude, encore une fois, DSTI n'est pas présent et puis on va passer sur Move to Digital
qui est un peu différente hein, comme sujet, qui ne traite pas seulement d'une offre de services et de financement et d'aide, bien sûr, hein, pour les entreprises qui nous écoutent notamment. Mais du coup, il y a une autre question, peut-être, Joël, qui peut vous intéresser. C'est est-ce que vous utilisez des logiciels open source pour la gestion des données comme, alors je ne sais pas comment on le prononce, je pense que c'est Skitelearn ou Skitelearn. Scikit-learn. Oui, oui, tout à fait. Donc là, effectivement, l'une des contraintes qu'on s'était donné avec ADF dans ce cas d'usage, c'était de pouvoir utiliser un modèle open source. Donc, in fine, on a utilisé un modèle dérivé de Llama 2, un modèle, enfin un LLM open source entraîné par Meta, la maison mère de Facebook. Euh, mais effectivement, de manière générale, à la plateforme, on a tendance à toujours privilégier l'open source. Donc, Scikit-learn, c'est une librairie librairie Python de machine learning qui est d'ailleurs créée par INRIA. Donc, on peut dire Cocorico parce que c'est un outil français mais qui fait référence au niveau mondial. Hein. Et donc, oui, oui, on utilise absolument ce genre d'outils et vraiment l'utilisation de modèles propriétaires chez nous est l'exception plutôt que la règle. D'accord, ok, la question justement, une question de l'ENRIA justement aussi, c'est est-ce que vous avez extrait des graphes de connaissances? Alors, sur ce projet-là, il n'y a pas eu de formalisation sous forme de graphe de connaissances. Ça a pu arriver sur d'autres projets, mais ça n'a pas été le cas sur celui-ci. Et D'accord. donc, effectivement, peut-être juste pour retraduire la question pour l'auditoire. Donc, l'idée des graphes de connaissances, c'est une manière de structurer de l'information qui est assez ancienne et assez importante, je dirais, dans les approches informatiques de structuration de l'information. Et aujourd'hui, on peut effectivement connecter cette manière-là de structurer l'information avec des approches de type LLM pour avoir un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire une forte structuration de l'information d'un côté et une forte versatilité dans la manière de comprendre et de générer du texte de l'autre côté. Ok, c'est très clair, super. Merci beaucoup. Joël, on va passer à Patrice. Tu devrais pouvoir partager ton écran et nous présenter donc cette Voilà, offre c'est fait, c'est bon là? de services financés par l'Europe pour aider nos auditeurs notamment à défricher des projets et intégrer de l'IA. On t'écoute. Merci Fabienne. Vous voyez mon écran, c'est bon? Oui, oui, très bien, c'est très bien. Ouais, d'accord. Donc, je m'appelle Patrice Bendan, je suis consultant innovation pour le projet Moutou Digital, porté notamment par le pôle SES et d'autres structures, comme a dit Fabienne. L'objectif prioritaire de ce projet, c'est de proposer aux TPE, PME de la région PACA un dispositif pour essayer de les accompagner sur de la transition numérique et notamment sur les volets IA, cybersécurité et potentiellement de l'IoT également. Alors, le but, c'est d'essayer de réduire, de minimiser les risques à l'intégration, l'implémentation de ces solutions-là, en essayant justement de fournir des services qui va permettre de mettre le pied à l'étrier progressivement et regarder ce qui peut être fait à l'intérieur de l'entreprise au niveau des processus internes et externes. Donc, Move2 Digital, c'est un consortium qui est porté par la société Inextenso et il y a différents types de partenaires. Donc, la plupart des pôles de la région PACA, Eurobiomed, Safe, donc le pôle SCS, Cap Énergie, Novaillance, Polmer et Éco-entreprise. Également, il y a 3 partenaires académiques d'excellence que sont l'Université d'Aix-Marseille, l'Université de Nice-Côte d'Azur et avec également l'École des mines de Saint-Étienne, où notamment à l'École des mines de Saint-Étienne est en cours d'être implémenté un IoT Center qui va permettre également de tester beaucoup de solutions d'objets connectés, de connectivité, de cybersécurité embarquée, etc. etc. Donc, quel est le concept de Move2 Digital? L'idée, c'est initialement de proposer un diagnostic aux entreprises en vue de pré-mâcher un plan de transformation numérique
de pré-mâcher un cahier des charges qui va permettre derrière à l'entreprise de prendre une décision pour pouvoir se mettre en action. Et la mise en action, elle peut être sur le développement interne d'une solution d'IA, par exemple, ou de faire appel à des partenaires que nous avons sélectionnés. Et de la même façon, de voir de quelle manière il faut également faire monter en compétences et les ressources humaines internes en vue de procéder à ce type d'implémentation au sein de l'entreprise. Donc, quel est le parcours je l'ai un peu présenté, mais le parcours, de manière générale, il va partir sur ce qu'on appelle un DMA, un plan un diagnostic de maturité digitale, qui est quelque chose qui peut être fait complètement en autonomie par l'entreprise ou accompagné par un des consultants du projet. Ce DMA pourra être appuyé par un diagnostic un peu plus spécifique sur les volets IA, sur les volets cyber ou sur les volets IoT, en vue de proposer donc un plan de transformation digitale et une formulation de cahier des charges qui sera beaucoup plus simple à comprendre par le partenaire offreur de solutions. En sortie de cela, soit on redirige l'entreprise directement vers l'offreur de solutions, soit l'entreprise décide de faire ce travail en interne et a potentiellement besoin de formation, et donc là on les redirige vers les partenaires académiques, soit elle décide de prototyper, de tester ces solutions, la solution qui a été définie à l'étape précédente, et dans ce cas-là, on la redirige vers l'IoT Center. Une fois que tout ça est réalisé, pour faire le déploiement, on va également accompagner la TPE-PME pour aller chercher les bons leviers de financement. À savoir, il y a beaucoup aujourd'hui d'initiatives, alors que ce soit la BPI ou les régions qui sont en train de se structurer sur des fonds pour accompagner les entreprises, pour faire réduire la note également d'implémentation. C'est là-dessus aussi qu'on va pouvoir jouer pour pouvoir accompagner les TPE-PME. Voilà, de manière générale, je ne veux pas trop rentrer dans le détail parce qu'après, vu l'hétérogénéité des entreprises, de leur maturité, chaque cas va être spécifique et on orientera en fonction du critère de l'entreprise. Donc voilà, globalement, qu'est-ce que Moutou Digital? Si vous avez des questions, je suis là. Patrice, si vous avez des questions par rapport à cette offre de service. Donc, on en est où là d'ailleurs, Patrice, au niveau de la région? Il y a plusieurs DMA qui sont en cours. Alors là, il y a déjà. Oui. Et alors là, aujourd'hui, il y a déjà une vingtaine d'entreprises qui rentrent dans le dispositif. Donc là, ils en sont au DM, ils ont tous fait le DMA. On est en train de structurer avec eux les diagnostics spécifiques pour pouvoir après justement les orienter soit vers les offres de solutions, soit de la ressource interne, de la formation de ressources internes. Avant la fin de l'année, il y en aura à peu près une cinquantaine de structures qui auront démarré dans ce dispositif. C'est un dispositif, c'est un parcours qui dure combien de temps? Alors l'idée c'est que en 3-4 mois, il faut qu'il ait tout le cursus qui est réalisé jusqu'à la décision ou pas du déploiement par la TPE-PME. C'est-à-dire entre le premier niveau d'audit et toute étape intermédiaire, voilà, il ne faut pas que ce soit plus d'un trimestre. Si c'est moins, c'est moins, si c'est plus, c'est plus. Mais voilà, de manière générale, nous, on a quantifié le temps à passer entre les livrables, les différents audits, les différents tests, etc., sur un temps de 3 mois. Ok, merci. Dernière question avant de passer la parole à Clément pour la mêlée numérique. Comment choisissez-vous les solutions à préconiser, Patrice? Ben justement, on s'est mis, enfin ça dépend de quoi on parle, si on parle de d'IA ou je sais pas, mais d'une manière générale, c'est dans la phase d'audit où on va regarder quel est le point le plus facilement implémentable par la structure.
Et dans ce cas-là, on a travaillé avec tous nos offreurs de solutions qui sont membres du pôle, de manière générale. On sait les outils qui sont potentiellement à mettre à disposition et on regarde quels sont les processus qui vont permettre d'être fixés en relation avec ces solutions-là. Donc, c'est vraiment une analyse entre l'offreur de solutions et le besoin de l'entreprise. Ok, très bien. Merci Patrice. On va passer la parole, si tu veux bien, à Clément Bolognesi pour la mêlée numérique qui se déroule à Toulouse dans 15 jours. SS est partenaire de cette mêlée numérique 2024 à travers plusieurs temps forts et plusieurs interventions sur différents sujets. On voit votre écran, Clément, mais il faut juste passer en diaporama si vous voulez bien. Et si vous voulez bien nous faire effectivement un petit récap sur cet événement et comme nous sommes partenaires, peut-être appeler ou SCS est partenaire dès le 24 septembre, je crois. On vous écoute. Merci beaucoup Fabienne. Donc effectivement, je m'appelle Clément Bolognesi et je vais peut-être juste avant de parler de la mêlée numérique, présenter un petit peu l'association dans laquelle je travaille et qui organise cet événement. Donc la mêlée, c'est une association qui existe depuis l'an 2000 et qui travaille au développement des usages et innovations numériques dans toute la région Occitanie. Donc on est basé à Toulouse et Montpellier. On compte 500 adhérents. 550 pour être précis, donc voilà, ça va de là du grand groupe, on travaille avec Airbus, IMSA, Pierre Fabre, le CNES, etc., à des plus petites structures, des ETI et des PME, start-up, donc c'est vraiment tout secteur d'activité et toute taille, parce que évidemment, comme vous le savez, le numérique touche aujourd'hui toutes les entreprises. Donc, en fait, on axe nos actions sur 5 pôles d'activité. Premièrement, la transfonum cybersécurité. Donc là, c'est un petit peu comme ce qui a été présenté précédemment. C'est des dispositifs qui permettent d'accompagner les TPE, PME vers leur transformation numérique. Donc accompagnement, pas que sur l'IA, mais sur plein d'autres sujets. On a un pôle qui s'appelle emploi, talent, formation. Donc là, on travaille sur tous les sujets de recrutement dans les filières numériques, avec l'organisation notamment de forums de recrutement. C'est aussi là où on se questionne sur les évolutions du métier, des métiers du numérique, et puis toutes les actions de mixité, puisque c'est une filière qui manque cruellement de femmes. Troisième pôle d'activité, inclusion numérique. Donc là, on s'appuie et on est voilà, très proche des collectivités à la fois territoriales et locales, pour aider les 30% de Français qui n'ont pas accès au numérique, ou en tout cas qui ont des difficultés. Donc ça, c'est le pôle inclusion numérique. Et puis dernier pôle innovation entrepreneuriat, pour lequel j'appartiens, et qui voilà, qui est un pôle qui anime des groupes de travail de directeurs d'innovation qui se rencontrent pour pouvoir discuter d'open innovation, d'entrepreneuriat, etc. Donc, on est aussi en animation de plusieurs incubateurs au sein d'entreprises adhérentes de la mêlée. Et puis sur tous les sujets entrepreneuriat, on a 7 dispositifs d'accompagnement d'entrepreneurs, pardon. Et puis donc effectivement, tous ces sujets-là que je viens un peu de dévoiler, on les centralise dans ce grand événement dont parlait Fabienne, qui se déroulera à Toulouse au Quai des Savoirs du 23 au 30 septembre, à savoir que tout est diffusé en live, et puis vous voyez les co-organisateurs juste en bas de votre écran. Donc c'est sous le haut patronage du ministère de l'économie. On est en appui évidemment de la région, du département et de Toulouse Métropole. Voilà, je vous ai mis quelques chiffres. Donc c'est à peu près 9000 participants, dont 37% en ligne, puisque comme je le disais, tout est retransmis en replay pour les non-toulousains, enfin en live je veux dire, pour les non-toulousains, puis ensuite en replay. Donc c'est à peu près 200 conférences sur tous les thèmes que traite la mêlée. L'année dernière, c'était 576 speakers, je crois que ce sera un peu plus cette année. 191 partenaires, hein. Merci au pôle SCS qui cette année nous fait confiance et qui est donc partenaire de l'événement. Et puis voilà, je vous laisserai lire plus en détail les autres chiffres. Donc voilà un petit peu les sujets qu'on traite. Donc première journée du lundi,
sur la transformation numérique, voilà, des TPME, comme je le disais. Le deuxième jour, donc, toute la partie innovation et écosystème startup et collectivité. Voilà, des sujets mercredi, data, cybersécurité, où le pôle SCS, mais j'y reviendrai plus tard, est bien présent sur des temps forts. Et puis mercredi également, toute la journée VR sur des sujets VR, AR et XR. Voilà, avec pas mal de stands de démonstration également de nos entreprises partenaires. Et puis rapidement, le jeudi, donc c'est la journée à la fois DSI, sujet industrie du futur, où là aussi on va retrouver le pôle SCS, et des sujets de numérique responsable, évidemment, que l'on adresse de plus en plus à la demande de nos partenaires. Voilà, des sujets sport connectés et tourisme également. Ce jour-là, vendredi, voilà, des sujets c'est le forum de recrutement. Et puis tous les sujets autour de l'entrepreneuriat étudiant pour clôturer cette semaine-là, qui se termine donc le 30 septembre. Et je vous ai fait une slide récapitulative, donc vous voyez un petit peu nos partenaires. Comme je le disais, ça va de grandes entreprises à des startups, des PME. Voilà un petit peu les interventions sur lesquelles le pôle SCS est positionné. Donc, on aura une présentation du pôle le mercredi 25 à 16h30, où sera Christophe qui viendra prendre la parole. Donc, c'est en parallèle d'une présentation sur des sujets sur les sujets NIS 2 et un point sur les nouvelles réglementations. Le jeudi, donc c'est le pôle SCS qui a piloté cette table ronde-là, c'est sur comment rendre la mobilité plus responsable grâce à l'IA, où on aura Renaud, Anity et Menaps qui seront aux côtés de Christophe du pôle SCS. Et puis pour terminer, une table ronde sécurité industrielle et cybersécurité, comment protéger l'industrie du futur, avec voilà, Advance, Spherea et Vidence. Merci à tous et merci à Fabienne de l'invitation. Encore une fois, on est ravis à la mêlée de pouvoir compter sur des acteurs majeurs tels que le pôle SCS. Merci Clément. Eh bien, je vous remercie tous. Joël, je ne sais pas si tu voulais mentionner quelques formations récentes, nouvelles en IA à la plateforme pour alimenter nos auditeurs, mais aussi former peut-être leurs collaborateurs ou pas. Oui, Il reste oui, 5 oui, minutes oui, même pas. si on a un petit peu de temps, effectivement, on lance enfin, on ouvre en cette rentrée notre master IA. On avait déjà depuis, je peux présenter, on avait déjà depuis plusieurs années un bachelor data IA, et donc on prolonge avec un master. Alors juste pour vous dire que les formations à la plateforme sont gratuites et sont largement ouvertes. Par exemple, on a des étudiants qui n'ont pas le bac. Donc, on est sur une approche vraiment extrêmement inclusive. Le but étant pas de ne former que des gens qui viennent déjà d'un parcours d'excellence. Donc voilà, donc grosso modo, notre offre de formation, elle s'articule de manière assez classique autour des jalons Bac+3, Bac+5, avec un tronc commun la première année. La première année est la seule année qui ne se fait pas en alternance. On est vraiment sur une année de tronc commun et de formation de base entièrement à l'école. Ensuite, un bachelor Bac+2, Bac+3 avec une spécialité data IA et un master Bac+5, donc avec également une spécialité IA qu'on lance cette année, qu'on ouvre cette année, et également une offre postgraduate, donc là pour des gens qui ont déjà un master ou une thèse dans un domaine scientifique et qui veulent se spécialiser pendant l'IA. On a monté il y a quelques années déjà avec Centrale Méditerranée, un partenariat qui permet de faire cette formation pendant 1 an. Donc là, c'est la seule des formations qu'on propose qui n'est pas gratuite, sauf pour les demandeurs d'emploi. Donc ça permet de devenir expert IA pendant 1 an. Alors, je passe rapidement sur la présentation de la plateforme. Donc, simplement vous dire qu'évidemment, toutes ces formations débouchent sur des titres RNCP, sur un diplôme d'établissement pour ce qui concerne
le Central Digital Lab avec Central. Donc, sur le bachelor, j'insiste pas trop, c'est peut-être pas ce qui vous intéresse aujourd'hui. Je vais vous dire un mot du master, puisqu'on le lance cette année. Donc, il y a un très gros bloc d'expertise IT, donc d'expertise technique, donc avec vraiment les fondamentaux de l'algorithmie, de l'IA, etc. Un bloc data engineering et data visualisation. Un bloc strictement intelligence artificielle, donc en fait, c'est essentiellement machine learning, deep learning, mais aussi tout ce qui va concerner le MLOps, les enjeux éthiques et réglementaires, etc. Mais au-delà de ce bloc technique, on a également un bloc plus management de l'IT, puisque les étudiants qui sortent de ce master ont vocation à pouvoir devenir chef de projet, encadrant, etc. Donc là, on est plus sur des compétences de gestion de projet, de cadre juridique, de certification, etc. Et puis enfin, dernier élément, et ça je pense que c'est aussi un élément très, très intéressant de cette offre, c'est qu'il y a un bloc business dans le master pour lequel on a fait un partenariat avec Kedge à Marseille qui assure ces enseignements-là. Et donc ça veut dire que les étudiants sortent aussi avec quand même des bonnes bases en marketing, en communication, en développement durable, en gestion d'entreprise. Voilà, pour ne pas simplement être des techniciens, mais être capable aussi d'articuler ça avec l'environnement organisationnel et métier dans lequel ils vont évoluer. Et puis juste vous dire aussi un mot du programme Central Digital Lab que j'ai évoqué. Donc c'est dans le cadre de ce programme-là qu'on a fait l'époque avec ADF que j'ai évoqué tout à l'heure, puisqu'en fait le principe de ce programme-là, qui dure 1 an, c'est que les personnes qui le rejoignent, donc je le redis, qui sont déjà titulaires d'un master ou d'une thèse dans un domaine scientifique, il y a une évaluation de leur niveau avant de pouvoir rentrer. Il faut satisfaire à certaines conditions. Donc ensuite, il y a 6 semaines de cours, alors qu'ils se passent à Nice et non pas à Marseille. Ensuite, deux périodes de 2 mois à 2 mois et demi qui sont consacrées à un travail en groupe de 3, 4, 5 étudiants sur un projet d'entreprise. Donc là, vraiment à plein temps, comme une espèce de gros hackathon en quelque sorte. Donc ça, c'est extrêmement formateur. Ça leur permet d'acquérir beaucoup d'expérience sur des problématiques du monde réel, j'ai envie de dire. Et puis, pour finir, il y a une période de stage de 5 à 6 mois qui permet de compléter la professionnalisation de ce programme. Voilà, donc c'est un programme qui est extrêmement intéressant et on commence aussi à réfléchir à la manière dont on peut le proposer. On a des pistes pour des entreprises qui voudraient permettre à des collaborateurs de monter en compétences. Donc là, que ce soit pas pour des gens en recherche d'emploi ou en sortie d'études, mais pour des gens qui sont déjà en poste et qui voudraient pouvoir monter en compétences sur ces sujets-là. Donc, si ça intéresse votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. Formation continue, quoi. C'est ça? En formation continue, exactement. Super. Merci beaucoup, Joël, pour toutes ces explications. Tu peux rappeler peut-être le lien web de la plateforme, parce qu'on nous le demande. Ouais, laplateforme.io. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre intervention, participation. Je rappelle que ce webinaire sera en replay accessible dans quelques jours et que nous vous donnons rendez-vous en présentiel ou en virtuel sur un des 9 événements que vous voyez sur l'écran. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end en prévision. Nous avons pile poil fait 1 heure d'intervention, donc de webinaire, c'est parfait. Merci à Joël, Patrice, Clément et à bientôt à la Mêlée Numérique. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.